De retour sur le plateau de la grande édition, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, mais aussi en compagnie de Madame Tyrolien Pharaon de l'association Racine qui organise le mois de l'Afrique. Donc nous avions entamé effectivement un petit descriptif sur le mois de l'Afrique de cette année 2018, avec notamment des pointures comme Kémy Séba, panafricaniste convaincu. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu des thématiques des conférences qui seront abordées? Tout à fait, donc avec joie. Hein. Donc la première, celle qui va arriver en premier, c'est Madame Aminata Traoré. Donc un peu vite qui c'est, ancienne ministre de la Culture. Elle a démissionné parce qu'elle trouvait que son pays ne prenait pas les orientations qu'il fallait au Mali. Et donc depuis, elle est engagée dans une conscientisation des pays africains, et en particulier de son pays, le Mali, pour leur expliquer que les orientations imposées par l'Europe ne sont pas les bonnes, qu'il faut regarder les structures endogènes du pays, donc s'adapter aux pays africains pour pouvoir se développer. C'est son grand combat. Et effectivement, les gouvernants africains actuellement, ils se calent sur les programmes que leur propose l'Europe, avec les fonds qui vont avec, pour continuer à se développer, entre guillemets. Mais si vous regardez bien, tous les pays africains qui sont d'ex-colonies françaises sont parmi les pays les plus pauvres d'Afrique. Donc elle dit donc que ça ne marche pas. Sinon, si ça marchait, ils seraient déjà beaucoup plus loin. Donc, elle est en faveur de la sortie du franc CFA ? Alors, je ne lui ai pas posé la question, mais à mon avis, oui. Ah, je lui demanderai. Ouais, voilà, c'est ça. Ce sera une occasion de lui en parler. Et voilà, donc elle va venir parler sur l'indépendance des pays africains 50 ans après. C'est le titre de la conférence. Mais indépendance, entre guillemets. Voilà, l'indépendance des pays africains. Elle va dire comment ça se fait qu'ils sont encore, ils en sont encore là. Parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui nous arrêtent à Racine pour nous demander ouais, ce qu'on va aller d'Afrique, mais gars il a yoyé depuis tant là, il est indépendant, caillou café, tout ça. Donc c'est l'occasion de venir poser des questions, écouter les réponses et comprendre un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, on a sorti un magazine sur l'Afrique, comprendre les raisons de la situation de l'Afrique, et il est assez complet, mais je pense qu'avec quelqu'un qui est en face, qui connaît les réalités, qui vit là-bas, c'est quand même beaucoup plus enrichissant que d'être derrière son... Enfin, le magazine aide, hein, mais si vous venez aux conférences, c'est plus riche, c'est plus interactif et c'est plus vivant. Parce qu'on est à l'ère du média, on est à l'ère de l'échange et c'est important. Alors sur cette thématique-là, effectivement, de cette indépendance de l'Afrique, bon, ils ont pris un peu de retard pour leur développement, bon, on en connaît... c'est ce qu'on nous dit. Hein. Oui, c'est ce qu'on nous dit, effectivement, d'une part, mais d'autre part, si effectivement il y a un retard de développement, la source, elle est plus ou moins identifiée, n'est-ce pas et puis après, en fait, il y a, voilà, juste... ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens, c'est que parler de développement en Occident et parler de développement en Afrique, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on a toujours l'impression que le modèle, c'est l'Occident. Mais tant qu'on va se calquer sur un modèle occidental qui n'a rien à voir avec les valeurs africaines... Moi, quand je parle de développement, pour être précis, effectivement, pour les pays africains, c'est déjà jouir de ses propres ressources et gérer... Très bien. Entièrement ses ressources. Donc, souveraineté du pays. Voilà, plus une question ça fait la transition avec Kémy Séba, qui, lui, va parler de l'importance de la souveraineté d'un pays, qui est vraiment la clé de voûte du développement du pays. Donc, c'est l'invité qui va succéder à Aminata Traoré et qui va faire une conférence là-dessus. Alors, c'est vrai que la souveraineté, c'est une question capitale à l'heure où on parle, mais je vous pose la question à vous deux. Est-ce que vous pensez vraiment que la France, par exemple, qui a le contrôle sur, je crois, 15 États africains, contrôle bancaire déjà, sur 15 États africains, et, ils sont prêts à lâcher comme ça Ils annoncent qu'ils sont prêts à lâcher, mais concrètement... Bon, on a vu la réaction d'Emmanuel Macron avec Nana Akufo, président du Ghana, qui a fait une intervention très remarquée, notamment sur les réseaux, sur le fait effectivement qu'il veut que le modèle européen ne fonctionne pas, qu'il faut trouver d'autres modèles de développement, qu'il faut se recentrer effectivement sur l'Afrique et pas se positionner par rapport à l'Europe. Mais vous pensez vraiment que la France va les laisser faire leur petit bonhomme de chemin tranquillement Alors, je me poserai pas la question dans ce sens-là. Je me demanderais, est-ce que les pays africains sont prêts à s'unir pour s'affranchir de la France? C'est plutôt cette question que je me pose. Ah, mais on voit qu'ils sont pas encore prêts à s'unir. Est-ce que la France, de toute manière, ce sont des États qui sont censés être souverains, que la France veuille ou pas. Si eux, ils ont décidé de se mettre ensemble et d'une voix de dire c'est bon,
ben, ce sera bon. Mais tant qu'ils seront éparpillés, dispersés, c'est l'union qui fait la force. Hein. Tout seul dans leur coin, Thomas Sankara disait, si on ne s'unit pas, l'année prochaine, je ne serai pas là pour en parler. Et effectivement, il n'a pas été là l'année dernière. Voilà, donc c'est un peu ça. Et son successeur et le successeur de son successeur, on sait très bien qu'ils ne sont pas pour un projet d'indépendance totale africaine. Non. Voilà. Et vous, monsieur Omotunde? N'oubliez pas que l'armée française est déployée en Afrique. À partir de là, il faut déjà régler ce problème-là en termes de souveraineté. Parce qu'on voit, par exemple, avec ce qui se passe au Mali, on coupe, on hache, on fait un peu comme si on était dans son jardin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est la même chose au Niger, c'est la même chose au Tchad. Et ce que dit la télévision, c'est pas toujours ce que dit finalement les personnes qui sont sur le terrain. Hein, c'est pas toujours ce qu'ils disent. Apparemment, ils cherchent toujours les terroristes qui se mettent le chaos moi, je au Mali. dis qu'on a un ministère de la Défense, enfin la France a un ministère de la Défense, vous voyez, mais défense par rapport à qui, à quoi? Parce que là, pour le moment, l'armée française est déployée en Afrique, et à partir du moment où vous avez ça, c'est compliqué pour les pays africains d'avoir véritablement des relations internationales avec une armée qui est déployée sur votre territoire et vous ne savez pas ce qu'elle fait. Et ça, c'est une problématique de fond. Vous voyez? Alors après, on va vous dire, oui, il y a des accords remontant à la période coloniale qui fait que... Mais la chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est totalement anormal. Totalement anormal déjà à ce niveau-là. Mais qui est validé, qui est toléré, qui est accepté par les gouvernements africains même. Bien sûr. C'est-à-dire que la chose, elle est quand même assez complexe, puisqu'on voit que ceux qui se sont soulevés contre cette forme de domination, finalement ont été carrément supprimés ou écartés de l'échiquier de commandement de leur pays. Et c'est vrai que quand on dit qu'il faut une démarche unitaire, c'est pour sécuriser, en fait, les différentes composantes qui sont au gouvernement des différents pays. Parce que l'individu qui part seul, on l'a vu avec Kadhafi, on l'a vu avec Laurent Gbagbo, enfin on a vu beaucoup de choses quand même en très peu de temps, il prend énormément de risques. Par contre, la chose, c'est d'avoir cette démarche unitaire-là. Bon, maintenant, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu un déficit de projet au niveau de l'Afrique du Sud entre le moment où Thabo Mbeki était là, le moment où il a démissionné et est arrivé Zuma. C'est-à-dire que Thabo Mbeki avait cette espèce de vision panafricaine qu'il a essayé justement de véritablement de répandre en fait et de donner des moyens aux pays africains qui désiraient avoir des outils de production, parce que l'Afrique du Sud c'est essentiellement un pays industriel, et on a vu arriver un Zuma qui alors là a tourné la page de tous ses projets et s'est recentré véritablement sur lui-même et sur l'Afrique du Sud. Et ça c'est un petit peu dommage, parce qu'on a quand même besoin de gens qui ont un peu cette vision panafricaine et qui essayent de sortir de leur périmètre pour aller aider les pays voisins, et ça c'est important. Les panafricains, bon, qui sont pour certains mal vus en Afrique, comme on a eu effectivement l'exemple, je le disais précédemment, de Kémy Séba, qui je crois est le premier noir, il disait qu'il était le premier noir à avoir été expulsé d'Afrique par des gouvernements africains. Donc, est-ce que le message, quand même, le message panafricaniste circule là-bas? Oui, je pense que de plus en plus, et avec l'émergence il y a une jeunesse qui est de plus en plus consciente. La jeunesse consciente africaine. Ah oui, il y a des réseaux sociaux qui fonctionnent. En fait, c'est vrai que quand il y a des créations comme ça, on peut dire que l'Afrique en a beaucoup bénéficié, parce que les jeunes sont branchés, ça circule, et les informations, c'est plus possible de faire des choses en catimini. Tout circule, et ils en ont assez, parce qu'ils se rendent compte que avec les gouvernements actuels qui sont chez eux, ils n'ont pas d'espoir, et ils veulent que ça change. Ils veulent changer la donne, et c'est là qu'on peut se dire qu'il y a un espoir là-bas, parce qu'il y a une jeunesse qui désire autre chose, qui en a assez de partir et de mourir sur la route vers l'exil. Ils ont assez de souffrir chez eux parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Ils ont envie que ça change, ils ont envie que ça bouge, parce qu'ils savent que leur pays peut leur apporter beaucoup si la donne est différente. Est-ce qu'on n'est pas, bon, on va dire que je dramatise peut-être un peu, mais est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une guerre des civilisations? Je dirais que, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre le temps de le savourer. L'Afrique est informée en temps réel, c'est-à-dire il n'y a plus le décalage de la semaine, du mois ou de l'année. Avec les réseaux sociaux, l'information circule en temps réel, dans les deux sens. Dans les deux sens. Vous avez vu quand il y a eu les problèmes de Kémy Séba, instantanément,
en dehors de l'Afrique, l'information, on l'avait déjà, les images circulaient. Donc les choses se passent en temps réel. Et quand les choses se passent en temps réel, ça crée un appel d'air positif. Vous voyez, et cette positivité-là, elle est extraordinaire parce que, regardez, quand maintenant le chef d'État français se déplace en Afrique, on est obligé d'évacuer la jeunesse. Parce que la jeunesse ne prend plus la domination monétaire, elle ne prend plus la domination économique. Les jeunes sont de plus en plus conscients qu'ils se font racketter par les nations européennes, qu'il y a un jeu qui est totalement en leur défaveur et que, véritablement, si ça continue comme ça, ils ont une paupérisation assurée. Donc il y a des velléités qui s'expriment partout. Regardez, chaque fois qu'il y a des élections en pays francophones, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce que la population est de plus en plus consciente des enjeux. Et avec les télévisions, on ne peut plus se permettre de descendre les gens comme on faisait à une époque, on descendait les gens massivement parce qu'il n'y avait pas de télévision, on coupait les caméras. Donc il se passe des choses parce que la présence des téléphones portables, le fait de pouvoir remonter les informations, ça fait qu'on ne peut plus se permettre de faire ce qu'on faisait dans les années 50-60. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Oui, mais il y a ce petit aspect justement de provocation. On sait que la jeunesse africaine justement est informée, que même les afrodescendants savent maintenant un peu plus ce qui se passe en terre africaine, mais on a justement ces velléités qui semblent plus exacerbées par des messages comme H&M, comme Donald Trump, des petites attaques, des pics qui sortent chaque semaine en fait sur les réseaux. Écoutez, c'est bien parce qu'il se passe des choses positives qu'il y a une réaction, c'est-à-dire qu'il y a une contre-réaction parce qu'il se passe des choses positives. S'il ne se passait rien, on aurait été totalement ignoré. Non, et puis, mais il se passe des choses, c'est-à-dire que véritablement, il y a une prise de conscience. La jeunesse africaine se déplace partout aujourd'hui à travers le monde. Elle participe à des congrès en Afrique, dans les autres pays, mais aussi en Amérique, en Europe et compagnie. Donc il faut bien voir une chose, c'est-à-dire qu'elle est en train de se déployer sur l'échiquier mondial. Et cette jeunesse, à partir du moment où il y aura ce fédéralisme panafricain, je dis bien panafricain parce que c'est important, vous verrez que les choses iront en s'accélérant. Il y a de plus en plus de chaînes de télévision qui se créent en Afrique et qui montrent un certain nombre de réalités, qui interviewent, donc qui font venir des gens qui ne passaient pas habituellement à la télévision. Donc il y a tout ça qui se passe. Il y a des débats de plus en plus entre les traditionalistes et ceux qui ont amené des spiritualités, des religions, donc non africaines. Et ça passe à la télévision en prime time. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc il se passe des choses qui sont extraordinaires. Et mais ça, ce que je voulais dire, c'est que si on est de plus en plus informé des propos racistes qui se tiennent, c'est parce qu'on est de plus en plus vigilant et qu'on est beaucoup plus sensible à cela. Je ne veux pas dire qu'il y en a plus, c'est qu'il remonte plus facilement. Parce que là, il y a une force qui est en train de se créer et qui dit ça suffit, il faut arrêter. Avant, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient, personne ne disait qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi. Non, tandis que maintenant, ils vont faire attention à ce qu'ils disent parce que dès qu'il y a un truc qui se dira sur les noirs, il y aura toujours quelqu'un qui va dire attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé là, Et on sent que bon, on n'est pas non plus au niveau des lobbies juifs, mais quand même, de plus en plus, les gens feront attention à ce qu'ils disent parce qu'on est vigilant et il y a une force qui se crée et qui doit normalement prendre de l'ampleur et en fait s'amplifier, quoi. Moi, je vous donne deux exemples. Dites aujourd'hui à n'importe quel membre du gouvernement de refaire ce qu'ils ont fait à Ségolène Royal il y a quelques années quand elle avait porté un boubou africain. Vous vous rappelez de cette affaire ? Bon, dites à Macron de redire ce que Jacques Chirac avait dit à propos des odeurs. Vous vous rappelez de ces choses-là ? Donc, ça veut dire que quand elle dit aujourd'hui qu'il y a des choses qui ne passent plus, c'est pas parce que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté noire mondiale a dit « ça suffit ». Et peu importe l'individu, le chef de l'État ou la société, on voit arriver fermement le « ça suffit ». Et le « ça suffit » est mondial. C'est-à-dire que ça part comme une onde de choc et ça touche tous les pays. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. C'est pas que les choses se font d'un seul coup. Ça s'est toujours fait. Mais aujourd'hui, il y a un « ça suffit » sur le plan mondial qui a été véritablement posé dans les actes et dans les faits. Et ça, c'est important de le souligner. Mais justement, vu qu'on a plus d'appui, maintenant on a plus d'assises pour dire « ça suffit », là le choc devient vraiment frontal. C'est-à-dire que... le conflit en disant « bon, non, mais c'est-à-dire que, écoutez, le choc ne peut être que frontal puisqu'on se fait insulter en permanence. Il faut faire de la rééducation mentale,
des gens qui ont l'habitude d'insulter les pays du Sud. Nous sommes descendants d'Africains, on le voit, mais c'est la même chose pour les autres pays, Cambodge, Bangladesh et compagnie. Hein. Il faut voir, je dirais, ce qui se dit lors de certains déplacements. Faut voir la réalité. Regardez, par exemple, dans les pays arabes, quand on a de l'infrastructure, qui on fait venir en petite main-d'œuvre. Et comment cette petite main-d'œuvre est traitée, et comment les relations même avec les chefs d'État de ces pays, comment les choses se passent. Vous voyez, donc il faut quand même garder cette objectivité-là et se dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de l'injustice dans le cadre des relations entre nations aujourd'hui, mais en tout cas en ce qui nous concerne, je dirais, du continent africain, nous ne pouvons plus accepter un certain nombre de choses. Et ça, je dirais, vous allez voir que de plus en plus, le monde noir prendra position sur des problématiques qui concernent sa vie sur le continent africain, mais aussi en dehors du continent africain. Et ça, c'est important de le positionner. Maintenant, juste pour terminer, l'énorme vague qu'a suscité l'affaire de H&M, je vous garantis que ça va faire réfléchir beaucoup. Vous voyez l'affaire ? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce ça va faire réfléchir beaucoup. Et je pense notamment à une bande dessinée belge, Tintin au Congo. Vous voyez, pour lesquels on a fait la théorie du mouton à 5 pattes, alors que si nous faisions un tel livre totalement raciste à destination de la jeunesse noire, le livre aurait été interdit. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc il faut voir qu'il y a un certain nombre de choses. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas aux gens ? Le roman Autant n'emporte le vent, qui est un roman américain, totalement et fondamentalement raciste, comme l'a reconnu le patron d'M6. Eh ben, vous savez que la famille ayant droit doit reverser chaque année une quote-part des bénéfices tirés sur l'exploitation du livre à la communauté noire pour financer des programmes de formation et d'études. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, les universités sont payantes. Donc, pour pouvoir continuer l'exploitation de l'ouvrage et ne pas être interdit, ils ont l'obligation de reverser à la communauté noire une quote-part liée à l'exploitation de l'ouvrage de manière à financer des formations universitaires donc à des noirs, à la jeunesse noire, de manière à faire en sorte qu'elle puisse véritablement accéder à un niveau de compétences et de formation en termes de diplôme. Donc ça, il faut le savoir parce que c'est pas dit. C'est-à-dire quand on aborde ça sur les médias occidentaux, on dit pas qu'il y a quand même des choses qui ont été négociées. Vous savez très bien qu'il y a des banques aux États-Unis qui ont été reconnues ayant trempé dans le trafic négrier et qui reversent aussi à la communauté noire des sommes d'argent très importantes pour financer les études des jeunes qui ont les compétences pour étudier dans les grandes universités, mais pour lesquels le paiement des frais d'inscription est beaucoup trop élevé par rapport aux revenus de la famille. Mais aux États-Unis, ils ont déjà une longueur d'avance. En France, c'est-à-dire qu'en France, on fait la théorie de la mauvaise foi, mais il faut de la fermeté. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, en Martinique avec le MIR. Le MIR qui a mis une fermeté, et vous avez, je dirais, quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire on demande aux gens de prouver qu'ils sont des descendants d'Africains. Vous voyez, pour avoir droit, en fait, à la poursuite du dossier au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'on quitte le monde réel pour entrer dans Blanche-Neige et les 7 nains. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc, c'est cela. C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, il faut bien comprendre que même lorsque Racine choisit comme thème l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas anodin. Parce que vous voyez bien que ça colle à l'ère du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il y a comme une espèce de grand plan qui se déroule de façon totalement millimétrée et méthodique, qui fait que les choses sont en train de bouger, on doit en prendre conscience et on doit accompagner, je dirais, ce qui se passe et qui se déroule, qui permettra tout simplement de créer des relations nord-sud sur la base du respect. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Sur la base du respect. Et c'est valable aussi pour les peuples sud-américains. Mais c'est pas un peu utopique de penser que le respect jaillira de toute non, parce que vous savez, il y a une chose, n'oubliez pas que... il jaillira pas. Mais qui fait du respect... mais bien sûr, la population mondiale, c'est 2 milliards de personnes dans le nord, et vous avez 4 à 5 milliards de personnes dans le sud. Hein.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que vous avez une captation des richesses au niveau du Nord et le Sud est laissé un peu à l'abandon. Alors maintenant, on permet à 2-3 industriels du Sud, d'accéder à des standings de richesses en devenant millionnaires et compagnie. Mais tout ça, ce sont des arbres qui cachent la forêt, puisque ces gens-là n'ont pas accès à la souveraineté monétaire, ils n'ont pas accès à la souveraineté de leur sous-sol. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là qui sont de l'ordre du pas clair du tout. Et ça, il faut le souligner. Madame Tiroulien, vous disiez. Oui, alors non, je voulais revenir un petit peu au mois de l'Afrique. Ah oui. Effectivement, il nous reste 5 minutes à peine. Juste en fait pour dire que Racine organise le mois de l'Afrique, mais nous avons des partenaires associatifs. Je tiens quand même à les remercier parce qu'ils travaillent aussi pour le mois de l'Afrique. Donc on a un Nijar qui participe au mois de l'Afrique. On a IDHES, d'ailleurs, qui nous a aidé à faire venir Kémy Seba, puisqu'on est obligé de travailler en partenariat. Fort heureusement que c'est possible. Nous avons donc des associations comme Ethiopia Africa Black International Congress Guadeloupe, donc c'est la communauté des Rastas qui chaque année participe au mois de l'Afrique. Africa Matateyou, alors qui va faire quelque chose de magnifique pour en avant-première de l'ouverture officielle du mois de l'Afrique. Il y a un bateau du mois de l'Afrique qui partira donc de Vieux-Fort et qui va arriver en Guadeloupe avec à l'intérieur des symboles du mois de l'Afrique. Et en solidarité aussi avec... alors c'est la surprise. Il faut être au départ et à l'arrivée. Et là vous verrez. Un petit. Et là vous verrez. Un petit. Là vous verrez. D'accord. Donc voilà, mais c'est quand même une super initiative parce que c'est avec les scolaires. Donc elle a tenu à associer l'association Africa, à associer les scolaires à donc cette entreprise. Super. Ce qui fait que les scolaires sont sensibilisés au mois de l'Afrique. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont mis des choses à l'intérieur qui sera réceptionné par d'autres scolaires à Pointe-à-Pitre. Donc c'est vraiment un symbole très très fort. Donc j'ai pas cité toutes les aspects. Mais KRCDL, Baille la Voix, en fait AFPC, Femmes Performantes des Caraïbes, Guadeloupe en route. En fait je cite comme ça en vrac. Mais c'est surtout pour dire qu'on n'est pas tout seul à faire le mois de l'Afrique. On l'organise, c'est vrai qu'on fait pas mal de choses, mais il y a des associations aussi qui sont partenaires et qui proposent des choses extraordinaires aussi pendant ce mois de l'Afrique. Donc, du 2 février au 3 mars 2018, tenez-vous informés, à l'écoute. Et il y a un site qui est déjà en fonctionnement, donc associationracine.com, tout collé, S à la fin de Racine, associationracine.com pour le programme, pour les informations, avant que le flyer ne soit distribué largement dans toute la Guadeloupe. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ce mois de l'Afrique, puisqu'on en parlera plus amplement et on espère pouvoir recevoir vos intervenants avec principaux. Joie. Avec joie. On a Monsieur Omotunde, on a déjà de la chance, on a le Monsieur Omotunde chaque jeudi, donc on s'éclaire un petit peu tous les jeudis, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres avis. Peut-être divergent, non, je pense pas. Je pense que tout le monde est d'accord. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la chose, c'est que on a des gens qui viennent du continent. Et je pense que c'est important qu'ils soient présents sur le plateau, qu'ils puissent partager, je dirais, cette connaissance vraiment technique endogène qu'ils ont de la réalité économique, sociale, politique et autres du pays. Et ça, c'est important de le souligner. C'est clair. C'est là que se situe vraiment l'enjeu. Mais on va continuer effectivement à faire nos petites démonstrations pour réconcilier, je le dis encore une fois, il s'agit vraiment de réconcilier les afrodescendants avec leurs racines. Totalement. C'est vraiment le but. Arrêtons de nous mépriser entre nous, c'est pas vraiment utile. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. À jeudi prochain, Monsieur Omotunde. À jeudi prochain. Très bien. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain à 18h30 pour une prochaine grande édition. Bonne soirée.